Donc, comme je viens de le dire, Joël Perbaum, ingénieur chimiste à l'origine. Maintenant, je travaille principalement dans le social, spécialiste en, enfin, c'est une passion en tous les cas, l'arachnologie et l'étude de la théorie de l'évolution. Donc, ma conférence, d'abord, je vais commencer par un petit film, un petit extrait de film. Nous sommes à l'atelier Franz Fischer à Scarbeck, dans une classe de 6e technique chimie. Ariane Ramaker. Je suis désolé. Je vais essayer d'effacer cette fenêtre. Nous sommes à l'atelier Franz Fischer à Scarbeck, dans une classe de 6e technique chimie. Ariane Ramakers entame son chapitre sur la théorie de l'évolution. Omar est manifestement intéressé par ce cours de sciences. La science, c'est une matière qui vous intéresse? Franchement, c'est la plus importante. Sans la science, où on serait maintenant? Alors vous, ça vous dit quoi, le darwinisme, la théorie de l'évolution? C'est la théorie que l'homme descend du singe, c'est ça. Moi, franchement, j'y crois pas. Je vais vous dire la vérité, j'y crois pas tellement. Je me vois pas descendre d'un singe. Hein. Franchement, il y a encore des singes maintenant. Pourquoi il y a encore des singes maintenant? Pourquoi ces singes-là, ils n'ont pas évolué? C'est ça qui me paraît un peu troublant. En 5e, cette fois, au cours de morale. Est-ce que les jeunes ont du mal avec le darwinisme? De mal, non. En fait, c'est aussi par rapport au milieu familial. On nous fait un lavage de cerveau, donc c'est dur de croire ou de ne pas croire. C'est comme avoir honte de dire ce qu'on pense. Voilà, donc vous l'aurez compris, et je vous l'ai déjà expliqué, je vais vous parler aujourd'hui des difficultés d'enseigner la théorie de l'évolution à des élèves qui n'y croient pas, en raison de convictions religieuses, et des moyens pour conjurer cela, évidemment. Alors, j'ai construit donc ma conférence comme un outil un petit peu pour donner des conseils aux enseignants, pour leur expliquer quels sont les moyens dont ils disposent pour faire face à cette problématique, comment ils peuvent faire pour enseigner sans heurts le mieux possible la théorie de l'évolution. Alors la première chose, je ne saurais pas être exhaustif ici, donc ça c'est normal. Donc la première chose, c'est qu'évidemment, tout enseignant qui est face à cette problématique, il ne doit pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire, que ce soit à des collègues, à des organismes extérieurs, comme ça s'est passé en France il y a quelques années, où le syndicat des enseignants du secondaire a organisé un ensemble de colloques sur cette matière, sur des sites internet, sur des dossiers existants. Effectivement, comme la conférence précédente l'a expliqué, les sites internet, il faut faire bien attention à bien les choisir. Et ensuite, moi, le point que je vois qui est primordial pour les enseignants, c'est d'effectivement bien maîtriser le plus parfaitement possible ce qu'est la théorie darwinienne de l'évolution et bien comprendre ce que c'est le créationnisme et ses dangers. C'est le point vraiment primordial pour pouvoir enseigner, faire passer, transmettre convenablement cette théorie darwinienne de l'évolution. Alors je sais que je suis face à certainement beaucoup de personnes ici qui sont déjà acquis à cette théorie de l'évolution, mais j'aimerais bien quand même revoir avec tout le monde ici quelques notions de l'évolution, des notions importantes de l'évolution. Alors, voilà, cette petite image qui peut paraître humoristique, comment est-ce qu'on peut transformer ça en quelques générations et ne toujours pas croire en l'évolution? C'est effectivement un cas d'évolution, même si ce n'est pas une évolution par la sélection naturelle, mais bien par l'élevage, par la sélection artificielle en élevage. C'est humoristique, mais c'est pour bien vous faire comprendre que si tout le monde ici... pour tout le monde ici, c'est peut-être évident que les espèces évoluent, changent, se transforment, qu'on a des ancêtres communs, etc. Ben, ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. C'est pas du tout le cas pour tout le monde, et ça l'était encore moins dans le passé. Si on remonte il y a très loin, ben, on peut se dire que beaucoup de gens pensaient tout simplement qu'il fallait croire de façon tout à fait littérale la lecture des livres sacrés, ou bien même des légendes racontées par les aïeux, etc. Et que disait la Bible? Ben, elle parlait de création d'animaux qui n'ont pas évolué, qui sont restés tout le temps les mêmes. C'est ce qu'on appelle le fixisme. Mais bon,
Ça n'a pas toujours été sans problème, évidemment, parce que, par exemple, quand on se retrouvait face à des fossiles, les savants se trouvaient face à des fossiles d'êtres qui avaient vécu dans le passé, mais qui n'étaient plus du tout comparables aux espèces actuelles, comment est-ce qu'on pouvait s'expliquer de telles choses? On pouvait l'expliquer de cette façon-ci, par exemple, mais c'est évidemment une façon totalement fausse, évidemment. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'évidemment, des tas de scientifiques, de savants, ont commencé à se poser des questions et se dire, mais il y a peut-être eu quelque chose, une évolution dans le temps. Alors, on commence au XVIIIe siècle par Maupertuis, par Buffon, etc. Mais c'était des idées qui n'étaient pas claires du tout. Par exemple, pour Buffon, il commence à imaginer qu'effectivement, il y avait une sorte d'évolution, mais pour lui, c'était un petit peu comme si les évolutions ne se passaient que dans des familles ou des genres bien précis. Par exemple, comme si Dieu avait créé l'ancêtre des crapauds, et puis à partir de cet ancêtre-là, tous les crapauds différents auraient évolué à partir de ce crapaud-là. Ou bien Dieu aurait créé l'ancêtre des crabes, et tous les crabes actuels dériveraient de ce crabe. Évidemment, Dieu aurait créé l'être humain sans ancêtre, puisqu'on a été créé tel quel par Dieu. Ce n'est qu'au XIXe siècle où on a commencé à avoir des idées beaucoup plus précises avec Wallace et Darwin, évidemment. Mais la première personne qui a quand même donné un coup d'envoi, c'est la théorie de transformisme de Lamarck au XIXe siècle. Alors Lamarck, il avait déjà bien compris, effectivement, que les êtres vivants évoluaient les uns les autres à partir d'ancêtres communs, et qu'il y avait un ancêtre commun à l'origine. Mais là où il avait loupé le coche, c'est que pour lui, il n'avait pas compris la raison d'être, la cause qui faisait qu'il pouvait y avoir cette transformation. Pour lui, il pensait que c'était une sorte de volonté des animaux de changer. Cette fameuse histoire de la girafe, qui, pour pouvoir atteindre les feuilles plus vertes en haut des arbres, parce qu'il n'y avait plus assez de feuilles en dessous, elles étirent leur cou, elles tirent, et elles finissent par transmettre aux générations suivantes un coup un peu plus long, puis encore un coup un peu plus long, puis encore un peu plus long. Donc il avait là loupé l'idée de base. Donc la vraie révolution, elle est arrivée évidemment avec Darwin, et le livre L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Alors, ce livre est sorti en 1859, et il comportait deux grandes idées, bien plus en fait, mais je vais reprendre deux grandes idées qui émergeaient vraiment. La première, c'est que l'unité et la diversité du vivant s'expliquent par l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est parce qu'il y a évolution, on se retrouve avec énormément d'animaux différents, qui évoluent dans différentes directions. Mais il y a aussi une unité parce que justement cette évolution vient d'un ancêtre commun qui fait en sorte qu'il y a une sorte d'unité dans les êtres vivants. La deuxième chose importante, la plus importante, c'est que le moteur de l'évolution, c'est bel et bien la sélection naturelle, pas une volonté des animaux de changer. Voilà. C'est ce qu'on appelle souvent la loi du plus fort. Moi, j'aime pas du tout ce terme, évidemment, puisqu'en fait, c'est une sélection du plus adapté et pas du plus fort, d'abord. Tout simplement parce que le plus adapté, il va transmettre plus facilement de descendance et il va donc transmettre ses caractéristiques à sa descendance. Alors, bien sûr, la théorie de l'évolution, elle a continué à être améliorée, à se voir ajouter d'autres théories qui sont venues se greffer dessus, à se voir corriger pour certaines choses, etc. Et donne maintenant ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Théorie qui fait la synthèse entre la théorie de Darwin et beaucoup d'autres théories, dont celle de Mendel sur la génétique. Mais il y a eu aussi d'autres apports, les Vodévo, il y a eu les équilibres ponctués, des tas d'autres apports différents. Ce qui est important de savoir, c'est que cette théorie synthétique de l'évolution fait actuellement, depuis le milieu du XXe siècle, l'objet d'un véritable consensus scientifique. Alors, j'aurais bien voulu parler d'autres notions. J'en avais au moins deux en tête, mais on n'a pas le temps, donc je vais par contre aborder une notion très importante de la théorie synthétique de l'évolution. C'est la notion du hasard et du temps imparti avec ce hasard. Et ça va de pair avec le fait que le moteur de l'évolution, c'est la sélection naturelle. Ce n'est pas une volonté des animaux d'évoluer, c'est une sélection naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si la variation génétique va proposer, sans but, sans destinée, sans direction, une quantité incroyable de possibilités, donc au hasard. Et le milieu, lui, il va disposer de toutes ces possibilités-là,
Mais même chose, sans but, sans destinée, sans direction, mais uniquement parce qu'il était évident que, en sélectionnant les plus aptes, eh bien c'est les plus aptes qui vont donner naissance en transmettant leurs caractéristiques. Donc la notion de hasard est très importante. Ça fait quoi? Ça fait que en fait, l'évolution, effectivement, va en se ramifiant énormément dans toutes les directions, et pas du tout de façon linéaire. Et ça, Darwin, il l'avait déjà compris tout à fait lorsqu'il voyageait sur le Beagle. Si on veut visualiser l'arbre de la vie, en fait, l'arbre de la vie, c'est en réalité un buisson qui démarre un nœud central, notre ancêtre commun, et qui part dans toutes les directions, qui se ramifie énormément. Certaines branches se ramifient moins, certaines branches s'arrêtent, d'autres branches se ramifient énormément, et certaines poussent même leurs bourgeons jusqu'à l'époque actuelle. Attention que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va vers la complexification. Un exemple, voici un cécilie, qui est un ver de terre. Pas du tout, ce n'est pas un ver de terre, c'est un amphibien. C'est un amphibien, donc comme les grenouilles, comme les crapauds, comme les salamandres, comme les tritons. Mais c'est un amphibien qu'on trouve actuellement, donc qui a fini par perdre ses pattes, qui est devenu annelé, qui est tout petit et qui vit sous terre, comme un ver de terre. Il y a des tas d'autres exemples comme ça. Alors, conclusion de cette notion de hasard, il n'y a pas de finalité. Tout ce qui existe actuellement aurait très bien pu ne pas exister, ou être tout à fait différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Deuxième chose, tout ça n'est possible qu'avec énormément de temps. L'évolution, effectivement, de toute façon, se constate sur des milliers, voire des millions d'années. Voilà, donc ici je viens de faire un rappel sur la théorie de l'évolution. Maintenant je vais aborder le sujet de qu'est-ce que le créationnisme et quelques créationnismes différents que je vais vous expliquer. Alors qu'est-ce que le créationnisme de façon générale? Quelle que soit la religion, le créationnisme philosophique stipule que la matière et ou l'esprit, en règle générale les deux, ont été créés par une action qui leur est extérieure. Et ça s'oppose au matérialisme immanentiste qui affirme plutôt que le monde réel est constitué de matière, y compris les manifestations très intégrées de celle-ci, c'est-à-dire l'esprit, la pensée, etc., qui ne sont que dans la matière également. Et que cette matière-là, elle est en plus incréée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été créée par quelqu'un d'extérieur. Alors ça peut paraître bizarre, on peut se dire, mais comment ça, la matière qui est incréée, quelque chose qui n'a pas été créé? D'un autre côté, si on se dit que la matière a été créée par un Dieu, on peut se dire, mais et qui a créé ce Dieu? Donc si on peut s'imaginer que Dieu est incréé, on peut très bien imaginer que la matière est incréée. Et en plus, cette matière, elle porte en elle les ressources de son propre changement. Il faut bien se rendre compte que ces deux positions sont des positions philosophiques. Elles sortent du champ du testable scientifiquement. On est là dans la philosophie. Qui est à l'origine du créationnisme? Alors je ne vous parle pas évidemment de, comme j'ai dit, dans le passé, où tout le monde pensait qu'il fallait absolument croire ce qui était écrit dans les livres sacrés, ou croire ce que les aïeux racontaient comme légende, etc. Mais je vous parle de qu'est-ce qui est à l'origine de ce créationnisme qui pose problème pour l'instant à l'école et qui continue à perdurer à l'heure actuelle. Eh bien, l'origine, ce sont des protestants fondamentalistes américains, dont la doctrine est de croire que la Terre et l'univers ont été créés par Dieu suivant des modalités qui sont effectivement tout à fait conformes à la lecture de la Bible. Ils luttent en plus pour voir la Bible prendre place au cœur de l'enseignement. Ça, c'est important. Non seulement ils ont cette philosophie-là, mais ils luttent pour voir la Bible prendre place au sein de l'enseignement. Alors, il y a plusieurs étapes qui ont jalonné toute l'histoire de ce mouvement créationniste, avec le procès Scope, procès du singe en 1925, le procès d'Hoover en 2004-2005, etc. Et du côté des musulmans. Alors du côté des musulmans, les arguments créationnistes chrétiens, dans les années 80, 1980, sont devenus populaires chez les musulmans. Apparemment, d'abord en Turquie, puis en Indonésie, en Malaisie, et puis ça s'est dispersé dans toute la diaspora musulmane, européenne et nord-américaine. Alors ici, je vais faire une petite aparté, puisqu'on vient de dire que les protestants, effectivement, veulent absolument suivre une description littérale de la Bible, qui effectivement écrit clairement la naissance d'animaux qui n'ont plus évolué, la création d'animaux qui n'ont plus évolué, qu'en dit le Coran. Alors, apparemment, le Coran n'est pas opposé dans le texte à l'idée d'évolution, en tous les cas, pas autant que la Bible. Voici un court extrait de la réaction de... c'est un élève musulman ici qui va nous expliquer qu'il étudie la biologie, mais qui n'y croit absolument pas, enfin l'évolution en tous les cas, et la réaction de l'inspecteur des cours de religion musulmane pour la communauté française de Belgique à ce niveau-là. Hop, attendez, je
Je reviens en arrière, j'ai été trop vite. Tant qu'on ne voit pas le curseur, ça ne veut pas démarrer. Voilà. Tu suis un cours où on parle d'évolution, tu vas réussir les contrôles, tu vas réussir les examens, mais dans le fond, tu n'y crois pas vraiment. Ça, c'est une seule question, ça. C'est une question. Il y a une vraie question. S'il y a une réponse, c'est quoi la réponse? Non, franchement, moi j'y crois. Parce que je dois suivre le cours, je n'ai pas le choix. Si je veux réussir, je dois suivre le cours, mais j'y crois pas. Parce que dans le Coran, on dit autre chose. On dit autre chose. Nous avons raconté cette scène à l'inspecteur des cours de religion musulmane pour la communauté française. Il est tombé des nues. Je crois que c'est un non-sens. Un élève n'étudie pas la biologie juste pour réussir son examen. Et dans le cadre de cet élève-là qui dit « moi, je ne crois pas », il ne s'agit pas de croire. Donc là c'est une science. Il y a une vérité scientifique et on sait très bien le statut c'est quoi le statut d'une vérité scientifique, qui est amené justement à être confronté à l'expérience. En plus, contrairement à la Bible qui décrit précisément la création d'espèces fixes non évolutives, le Coran n'est pas opposé dans le texte à l'idée d'évolution. Le Coran n'est pas opposé à l'idée d'évolution et je disais, donc je précise ici que le monde musulman a connu justement des mouvements de scientifiques qui essayent de comprendre le mécanisme et les transformations donc de l'évolution, transformation des animaux. Je suis un cours où... Voilà. Par contre, malgré tout, eh bien, il semblerait que les musulmans soient les principaux créationnistes qui posent problème actuellement dans les écoles dans nos pays. Mais pas seulement, évidemment, il y a aussi des protestants, mais aussi on retrouve ça du côté apparemment du judaïsme également. Alors, je vais maintenant vous parler des différents créationnismes. Alors, je ne saurais pas vous parler de tous les créationnismes différents, parce qu'il y en a énormément de mouvements créationnistes, certaines s'attachant même pas vraiment à une interprétation littérale de la Bible nécessairement. Donc comme il y a beaucoup de mouvements créationnistes différents, ils vont adopter diverses postures pour pouvoir faire plier, brider la science ou s'opposer à la science. Ce qui est important pour l'enseignant de savoir, c'est que les problèmes qu'ils vont rencontrer, ça peut aller de la négation pure et simple des résultats de la science en matière d'évolution, jusqu'à tout à fait au contraire, la tentative de faire passer une conception théologique pour dans la science, pour qu'elle soit au minimum enseignée en parallèle. Alors, il y a tous les intermédiaires, il y a effectivement le cas de rejet de certaines parties de l'évolution et pas d'autres, macroévolution, microévolution. Il y a le cas du concordisme musulman moderne qui essaye de retrouver les preuves dans le Coran que le Coran avait prévu et explique certaines parties de l'évolution pour dire qu'effectivement il y a la main d'Allah également sur l'évolution. Un petit petite aparté vraiment importante ici, c'est sur le dessein intelligent. Le dessein intelligent, qui lui va affirmer que certaines caractéristiques de l'univers et des êtres vivants sont mieux expliquées par l'action d'une intelligence extérieure que par un processus non dirigé, tel la sélection naturelle. Donc en fait, comment est-ce qu'il va fonctionner le dessein intelligent? Eh bien, il va s'employer à critiquer tout ce qui peut l'être dans la théorie de l'évolution, la Wilhelm de l'évolution, mais ce sous une apparence de science. C'est la pseudo-science, évidemment. C'est un petit peu une version retravaillée de l'analogie finaliste du théologien anglican William Paley, qui a vécu de 1743 à 1805, et de sa fameuse montre. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, lui, William Paley? Il dit que si on se balade en rue et puis qu'on trouve une montre, et qu'on ouvre la montre derrière et qu'on voit tous les engrenages qui marchent très bien, qui s'imbriquent les uns aux autres, qui sont parfaitement faits, qui tournent les uns sur les autres, etc., et puis qu'on regarde et que cette montre montre effectivement bien l'heure à la seconde près, tourne et tout fonctionne merveilleusement bien, on ne peut se dire qu'une chose, c'est qu'il y a un horloger qui a fait cette montre. Elle n'est pas arrivée comme ça toute seule. Eh bien, pour Paley, c'était la même chose avec l'œil, par exemple. L'œil ou d'autres choses. Et c'est ce qu'on appelle la complexité irréductible de l'œil. Pour Paley, il voulait bien admettre certaines choses de l'évolution, mais par exemple, des trucs comme l'œil, c'est pas possible. C'est tellement complexe que ça n'a pu être que créé par Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour démolir cet argument-là, mais il est évident que l'évolution de l'œil est bien connue, suffisamment documentée, suffisamment étudiée, etc. Toute l'évolution partant du principe de base le plus simple jusqu'à un œil complet comme celui de l'être humain. D'autant plus que l'œil est apparu plusieurs fois dans l'évolution et a conduit à des yeux différents.
Alors, je voudrais faire remarquer, comme le dit Thomas Durand dans le livre qui vient de sortir, L'ironie de l'évolution, qu'il y a aussi une autre sorte de créationniste, le créationnisme déiste, qui en définitive dit quoi? Que l'acte créateur initial, qu'il y a eu un acte créateur initial à la part de Dieu, mais après ça, son auteur n'est plus intervenu du tout dans l'univers. Voilà la ligne. C'est quand même une sorte de créationnisme, puisqu'il y a un acte créateur initial. Mais ceci dit, c'est tout à fait compatible avec les données scientifiques actuelles, il faut bien l'admettre. Mais tout comme l'est aussi la simple non-existence de ce créateur. Donc ça n'a pas non plus sa place dans un cours de science. Ça peut l'avoir dans un cours de religion peut-être, mais pas du tout dans un cours de science. Mais de toute façon, ce genre de créationnisme n'empêchera pas quiconque d'adhérer à la théorie darwinienne de l'évolution, évidemment. Alors pourquoi le créationnisme maintenant? On vient de voir j'ai rappelé la théorie de l'évolution, j'ai rappelé un petit peu ce qu'était le créationnisme. Pourquoi le créationnisme perdure-t-il toujours à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, et veut-il continuer à s'immiscer absolument dans l'enseignement? Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Notamment le simple fait que l'évolution des animaux, la théorie de l'évolution des animaux, c'est quelque chose de très contre-intuitif, d'autant plus que ça se passe sur des milliers, voire des millions d'années, donc c'est très difficile à imaginer pour quelqu'un. Mais la vraie raison est vraisemblablement l'absence de destinée qui fait peur. Toutes les religions, tous les créationnismes, quels qu'ils soient, prennent leur fondement dans la peur du fait que si la théorie de l'évolution est vraie, comme le milieu est imprévisible sur le long terme, eh bien, il rend, via la sélection naturelle, le devenir d'une espèce imprévisible. Et ça rend du même coup caduque toute notion de destinée. Alors, on a l'habitude de dire, après le livre « La vie est belle, les surprises de l'évolution » de Stephen Jay Gould, que rien n'est écrit dans le marbre. Si on prenait la vie comme elle est pour l'instant, avec tous les êtres vivants qui existent, et on rebobine le film en arrière. On rebobine le film jusque, par exemple, au Cambrien, peu importe. Et puis, on laisse redémarrer ce film. Eh bien, la probabilité pour que l'ensemble des événements, la contingence de tous les événements qui ont amené à la vie que nous connaissons actuelle, la possibilité pour que ces événements-là soient les mêmes et reconduisent à la même chose, est absolument infime, voire inexistante, tout simplement. Peu importe, l'absence de destinée fait peur, la science n'est pas là pour nous rassurer. La théorie de l'évolution n'incorpore ni transcendance, ni but, ni destinée. Elle n'a pas à donner un sens à notre vie, ni à défendre une valeur, ni une morale. Ce n'est pas le rôle d'une théorie scientifique, tout simplement. Alors, on va finir avec ce chapitre-ci en faisant l'état des lieux des poussées créationnistes en Europe et un petit peu ailleurs. Alors, en ce qui concerne l'ampleur parmi les étudiants de ce phénomène, personnellement, moi je ne le connais pas trop, mais je pense qu'il n'est pas toujours facile à connaître. Je pense que la conférence précédente, je ne suis pas arrivé au début, mais parlait de ça un petit peu au début. Il y a évidemment des tas d'histoires. On vient de le voir Omar. Il y a des tas d'histoires qui circulent. Il y a peut-être énormément d'histoires vraies, mais il y a peut-être aussi des histoires qui sont un peu exagérées, voire transposées d'un pays à l'autre, voire qui sont des légendes urbaines aussi. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il y a des lobbies créationnistes et que les doléances de ces lobbies créationnistes sont parfois écoutées par les ministres de l'enseignement de divers pays. Alors voici un petit extrait de film montrant Anne Brasseur, rapporteure de la Commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe, qui remet un rapport au Conseil de l'Europe épinglant ces problèmes justement dans divers pays. Fin juin 2007, ce rapport recense les percées créationnistes dans les écoles d'Europe. Morceau choisi. Vous avez par exemple en Allemagne, en 2007, la ministre de l'Éducation du pays de Hesse avait proposé de parler également de la création au cours de biologie. En Pologne, il y avait le ministre délégué de l'Éducation qui a dit que la théorie de l'évolution n'était que mensonge et qu'il ne fallait pas l'enseigner et que cette théorie servait tout au plus de base pour un roman de science-fiction. Par exemple, en Italie, c'était en 2004, la ministre de l'Éducation nationale a retiré la théorie de l'évolution des programmes scolaires.
Bon, vous avez entendu, ça date de 2007. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça qui date de 2007 ? Bien parce que justement, à la suite de ce rapport, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'en est quand même émue et a adopté le 4 octobre 2007 la résolution 1580 sur les dangers du créationnisme dans l'enseignement. Alors qu'est-ce que dit cette résolution ? Eh bien, elle conseille aux pays membres et aux instances en charge de l'éducation de ces pays de défendre et promouvoir le savoir scientifique, de promouvoir l'enseignement de l'évolution en tant que théorie scientifique fondamentale dans les programmes généraux de l'enseignement, et surtout de s'opposer fermement à l'enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique, au même titre que la théorie de l'évolution, et même en général à ce que des thèses créationnistes soient présentées dans tout cadre disciplinaire autre que celui de la religion. Pourtant, quand vous faites des recherches sur Google et que vous tapez simplement danger, créationnisme, enseignement, etc., vous trouvez toujours un tas d'articles parce que c'est quelque chose qui est présent régulièrement. Roumanie en 2009, Italie en 2004, Serbie en 2011, Pologne en 2006, Angleterre en 2004, Allemagne en 2007, aussi en Inde, Turquie dernièrement en 2007 où apparemment la théorie de Darwin n'est plus la bienvenue au lycée. Et ici, en 2018, en Israël, apparemment, je n'ai pas creusé le problème, mais il semblerait que les écoles soient encouragées à éviter d'enseigner la théorie de l'évolution et qu'il y a même une censure d'une exposition sur l'évolution au musée à Jérusalem. Voilà, donc on finit ce chapitre-ci qui consistait à bien maîtriser la théorie darwinienne de l'évolution, le créationnisme et ses dangers. On a vu l'évolution, on a vu le créationnisme, on a vu pourquoi ce créationnisme existe et on a fait un état des lieux du créationnisme en Europe et un peu ailleurs. Je passe au deuxième point. Comment répondre à quelques positions classiques des créationnistes ? Donc je vous rappelle qu'ici on s'adresse normalement à un public d'enseignants et je vais essayer de leur donner quelques trucs. Alors évidemment, comme on l'a vu, il y a énormément de positions différentes chez les créationnistes, puisqu'il y a différents types de créationnistes. Donc moi, je vais voir ici 5 cas de figure qui me paraissent importants. Le premier cas, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nient l'évolution en disant qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de l'évolution ? C'est un cas classique. On doit leur répondre que justement, c'est tout à fait l'inverse. Les preuves de l'évolution, il y en a à l'appel. Alors je vais vous en citer 3 ici, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Le premier, c'est que, et on l'a déjà un petit peu abordé précédemment, tous les êtres vivants partagent énormément de caractéristiques communes. Et bien, ces caractéristiques communes, elles ne peuvent venir que du fait qu'ils partagent des ancêtres communs. Si on regarde un squelette d'être humain et un squelette de grenouille, en première vue, on se dit c'est tout à fait différent. Et puis si on y regarde de près et si on analyse, c'est plus ou moins le même nombre d'os qui sont placés plus ou moins au même endroit, qui s'articulent plus ou moins de la même façon, peut-être avec des angles différents, etc. Mais c'est plutôt des questions de proportion, etc. Donc on voit clairement que même entre une grenouille et un être humain, il y a des similitudes énormes. Et ça ne peut s'expliquer que parce qu'on partage un ancêtre commun. Alors on va me dire, oui, mais c'est quand même un peu moins évident quand on voit un chien et une éponge. Quoique. Non, sans rire, évidemment, quand on voit notre buisson évolutif, comme je vous ai expliqué au début, plus il faut remonter très loin pour trouver l'embranchement entre deux branches, donc l'ancêtre commun des animaux, plus ça veut dire qu'il s'est passé énormément de temps pour arriver à ces animaux maintenant, et donc plus ils ont évolué différemment. Mais après tout, est-ce que, à l'heure actuelle, tous les animaux ne sont pas constitués de cellules, plus ou moins les mêmes? Est-ce que tous les êtres vivants n'ont pas au moins de l'ADN et de l'ARN? Tout ça montre qu'on a un ancêtre commun. La deuxième, alors, en plus de ça, évidemment, tout ça est parfaitement démontré par la paléontologie, puisque la paléontologie qui étudie nos ancêtres, les fossiles, etc., montre qu'effectivement, il y a toute une progression de fossile en fossile qui montre le fait qu'on partage des ancêtres communs, etc. L'autre preuve, vraiment, c'est que l'observation directe de changements génétiques au cours du temps chez certains animaux montre cette évolution. Alors d'abord, c'est étudié en laboratoire, en agronomie, en médecine, en bioingénierie, etc. Par exemple, avec mon ami Serge, on a partagé dernièrement une vidéo où on voit la progression de bactéries en fonction d'antibiotiques et les bactéries mutantes qui apparaissent et puis qui progressent de nouveau. Donc tout ça est étudié évidemment en laboratoire. Même pas qu'en laboratoire, effectivement, aussi dans la nature. Le conférencier précédent a abordé un petit peu ce point-là. C'est le fameux moustique Culex pipiens qui vit à Londres. Je vais un tout petit peu plus développer. C'est un moustique qui vit à Londres, le Culex pipiens. Et puis on a découvert une variété de ce moustique, le Culex pipiens molestus, qui vit, lui, dans le métro de Londres.
en souterrain. Donc on l'a appelé Culex pipiens molestus, qui voulait laisser penser que c'est une sous-espèce du Culex pipiens. Mais ça va plus loin, parce qu'en fait, quand on étudie ces deux moustiques, on se rend compte, d'une part, qu'ils ont des mœurs très différentes. Le Culex pipiens qui vit en surface, il ne se reproduit pas toute l'année, mais il hiberne en hiver, et il se nourrit sur des oiseaux. Tandis que le Culex pipiens molestus, qui vit en profondeur, il est intolérant au froid. Si on le sort à l'extérieur en hiver, il meurt. Mais par contre, il se reproduit toute l'année, en sous-sol. Et il se nourrit sur des souris, des rats et les êtres humains. Mais surtout, quand on reproduit maintenant le Culex pipiens et le Culex pipiens molestus, eh bien, on a des œufs stériles. Donc ça veut dire qu'on est bien face à une dérive génétique qui conduit à la création de deux espèces différentes, à une spéciation. Le deuxième exemple, c'est le fameux Podarcis siculus. Alors, Podarcis siculus, c'est quoi? C'est un lézard qui a été introduit en 1971 sur une île de Croatie, dont le nom est tout à fait imprononçable. Le but, c'était... Donc, on a introduit 5 couples. 10 Podarcis siculus sur cette île-là, où il n'était pas présent. Le but était de voir la compétition qu'il allait avoir avec les autres lézards présents d'une autre espèce. Et puis, la guerre a éclaté. Et les scientifiques qui devaient revenir voir ça régulièrement n'ont plus su venir voir leur Podarcis siculus. Résultat, 33 ans après, une autre équipe de scientifiques, en 2004, s'est rendue sur cette île et s'est rendu compte que le Podarcis siculus, bien, il était, à partir de 5 couples là, uniquement, bien, il s'était réparti sur toute l'île, il pullulait, il avait supplanté l'espèce locale, mais en plus de ça, il se retrouvait avec des modifications corporelles très grandes. Il était devenu plus gros, des pattes plus courtes, une mâchoire plus grosse, et il se retrouvait avec une valve au niveau de l'estomac qui n'existe pas chez le Podarcis siculus d'origine. Il avait aussi changé de comportement, il était moins agressif, plus lent, moins territorial, et il était devenu végétarien, alors que son ancêtre, Podarcis siculus, était insectivore. Donc là aussi, on est face à, en quelques générations, en 33 ans, une dérive génétique qui conduit à quelque chose qui ressemble à une espèce différente. Et puis la troisième preuve de l'évolution, c'est que l'évolution elle est tout simplement corroborée dans énormément de disciplines différentes et variées, de la dérive des continents à la génétique, en passant par l'embryogenèse. Et ça, c'est rare. C'est un des rares domaines de la science qui est justement corroboré par énormément de disciplines différentes. On peut dire presque que la théorie de l'évolution est certainement une des théories les plus solides scientifiques que l'on connaisse. Peut-être la gravité, puisqu'on est sûr de tomber quand on se jette à partir d'une fenêtre. Voilà, que doit-on répondre maintenant lorsque les créationnistes font douter de l'évolution en disant qu'il ne s'agit que d'une théorie? Eh bien, il faut dire qu'effectivement c'est une théorie, mais une théorie au sens scientifique du terme, pas autant au sens commun du terme. Et c'est tout à fait différent. Une théorie au sens scientifique, c'est un ensemble de connaissances, basées sur des constatations, des faits, dont on tire des suppositions de départ. Et puis ensuite, on les développe par des démonstrations rigoureuses, des tests sur base des principes scientifiques. Et surtout, une théorie au sens scientifique, c'est quelque chose qui est toujours susceptible d'être complété, corrigé, voire même nié si on a assez de preuves, et si on a des nouvelles données. Et c'est ce qui s'est passé pour la théorie de l'évolution. Elle a été constamment améliorée, étudiée, mise à l'épreuve, etc., depuis 150 ans. 150 ans de remise en question, et elle est toujours là, en train de nous expliquer convenablement l'évolution. Donc ça veut dire que c'est une théorie effectivement très solide. Alors qu'une théorie au sens commun est évidemment une simple hypothèse qui peut éventuellement être rejetée assez facilement. Que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent, au nom du respect des opinions de chacun, de tout de même enseigner également des théories alternatives telles que celle de la création? Eh bien là c'est clair, le rôle de l'enseignant c'est la transmission de connaissances, de savoir, pas de croyances. Et on sait très bien qu'effectivement, comme on vient de le voir, la théorie de l'évolution, c'est une connaissance, c'est un savoir. Tandis que le créationnisme, c'est une croyance. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a certains créationnismes, comme le dessin intelligent, qui effectivement essayent de faire passer leur idée sous une certaine scientificité apparente. En première analyse, ça peut être un peu scientifique, mais en fait, en réalité, ça ne résiste pas à l'analyse, et ce sont des faits dépassés, ce sont des contresens, ce sont des interprétations erronées, etc. Et c'est donc pour ça que même le dessin intelligent ou toute forme de créationnisme ne peut pas être enseigné, même comme théorie alternative. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, par exemple, qu'à vos enfants, on enseigne au cours de biologie, au cours de reproduction, une théorie alternative de ce type?
seriez d'accord? Évidemment non. Hein? Ok. Alors, voici justement la réaction d'un de nos anciens ministres de l'enseignement, Christian Dupont, à la suite d'un enseignement par un professeur en milieu scolaire d'une alternative créationniste. Le problème, c'est que ce discours pénètre dans les écoles. Il y a quelques années, M. Hubinon est choqué par le cours de sciences suivi par ses filles dans une école communale. Et on leur apprend que la boule de terre s'est refroidie, parce que, etc. Bon. Que tout ça s'est fait tout seul. La nature a fait, la nature fait, la nature fait ci, la nature a inventé ci, la nature a inventé. Bon. Ni une, ni deux, il rédige 3 pages sur la création divine, mettant en cause notamment l'existence des hommes préhistoriques, pour que l'enseignant de ses filles les lise en classe. Je lui ai préparé 3 pages de cours, je lui ai donné, il a enseigné, enfin il a dit voilà, il y a une autre alternative. Alors j'avais essayé de dessiner ça comme pour des enfants, bien sûr, ils étaient en 4e ou en 5e année. Et les 2 versions ont été présentées sur le même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité. Je pense que l'enseignante se trompe complètement en donnant raison à quelque chose qui n'est pas. Je veux dire, il est clair qu'elle expose quelque chose qui est scientifiquement faux. Et donc ça ne va pas du tout. C'est une faute? Oui. Je suis désolé, le dernier mot est chaque fois coupé. Oui, ça je vais passer. Quatrièmement, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent ou non du respect des croyances? Donc précédemment, c'était le respect des opinions, maintenant, le respect des croyances de chacun, de ne pas trop enseigner la théorie de l'évolution parce qu'elle ferait la promotion de l'athéisme. Ce sont des questions qu'on revoit souvent. Hein. Tout simplement, on doit répondre que l'athéisme, elle ne fait pas partie du tout des objectifs de la science. C'est juste que les sciences, quelles qu'elles soient, et ce depuis près de 250 ans, n'incorporent pas la transcendance comme outil d'explication d'un phénomène naturel, puisque la transcendance, c'est ce qui est au-delà justement de toute expérience possible et ce qui dépasse toute possibilité de connaissance. C'est tout simplement le fonctionnement même de la science. Ça n'a rien à voir avec avoir comme objectif l'athéisme. Enfin, que doit-on répondre lorsque les créationnistes nous demandent au minimum reconnaître, en enseignant la théorie de l'évolution, que nous ne savons pas tout, ne comprenons pas tout, et qu'il y a donc là l'influence de Dieu. Un petit peu comme si on aurait un Dieu bouche-trou. Donc la réponse est non. Est-ce qu'on peut admettre qu'il y a un Dieu qui comble les lacunes de notre connaissance, qui serait un Dieu bouche-trou, comme ici un petit peu, vous voyez, on fait une démonstration, et puis un miracle se produit, et puis la démonstration continue. Le minimum, c'est d'être un peu explicite, un peu plus que ça. Donc, en fait, une telle attitude, accepter que Dieu comblerait nos lacunes de connaissance, met un frein à toute nouvelle étude. C'est diamétralement opposé à l'approche scientifique, parce que pour l'approche scientifique, les lacunes de nos connaissances, c'est justement un défi. C'est un défi qui nous incite à poursuivre les recherches, à trouver des explications cohérentes, vérifiables, à les tester, etc. Voilà, donc je viens de finir ici le chapitre « Comment répondre à quelques positions classiques des créationnistes ». Quelles sont les preuves? C'est seulement une théorie, le respect des opinions, le respect des croyances. On ne sait pas tout, donc Dieu est peut-être là. Mais alors évidemment, il y a comme il y a plein de créationnismes différents, on peut se retrouver confronté à des tas d'autres questionnements, etc. Et je résumerai ça en disant que ce qu'il faut surtout pour les enseignants, c'est de bien comprendre la différence qu'il y a entre croyance et connaissance, justement, et de bien cerner ce qu'on appelle le contour des sciences. Et ça, je vais laisser la parole ici à Guillaume Lecointre qui explique ça assez bien dans un petit interview. Les scientifiques ont comme métier de produire des connaissances dites objectives. Comment deviennent-elles objectives? En se donnant la possibilité de reproduire des expériences entre collègues, c'est-à-dire que ce que j'affirme, un collègue peut pouvoir le tester, même s'il est à l'autre bout du monde, grâce à une expérience sur le monde réel. Donc, voilà, il y a une dimension réellement collective de la construction des savoirs scientifiques. Par contrat, on s'arrête au monde physique, on s'arrête aux faits, on s'arrête à ce qui est expérimentable. Mais au-delà de cela, notre profession n'a pas pour vocation de s'énoncer sur le terrain métaphysique.
Chacun chez soi, effectivement, est libre à l'échelle individuelle d'opter pour une métaphysique particulière. En aucun cas, cette option, ce choix individuel qu'on aura fait, ne mérite le statut de connaissance objective. Or, vous reconnaîtrez tous les créationnismes et les spiritualismes sophistiqués que nous avons en France, vous les reconnaîtrez tous à ce travail de brouillage qu'ils font entre la dimension collective et la dimension individuelle. Il est évident que quand on dit « je crois en la théorie de l'évolution », il ne s'agit pas d'une foi, bien sûr. Il s'agit de penser que si on veut une explication rationnelle du monde réel, cette construction, qui est une théorie qui maximise la cohérence d'un grand nombre de faits, d'hypothèses et de modèles entre eux, cette théorie, c'est ce que j'ai de plus puissant pour rendre compte de la diversité de la vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai des raisons de penser qu'elle est cohérente, car elle permet même de faire des prédictions sur des choses aussi compliquées que les êtres vivants. Donc les croyances, dans le sens, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est ce qu'il y a de plus fiable pour aujourd'hui. Mais vous pouvez être croyant dans ce sens-là et rester sceptique. Et c'est ce que sont les scientifiques d'ailleurs. Nous ne cessons de remettre en cause ce que nos prédécesseurs ont trouvé à l'intérieur de cette construction théorique. Donc je distinguerai bien, comme vous le faites, une croyance au sens de foi, j'ai foi en, et une croyance au sens de c'est ce que j'ai de mieux pour l'instant, si vous avez une meilleure théorie, je suis prêt à prendre, mais c'est en mesurant la cohérence de ces théories alternatives qu'on choisira l'une ou l'autre. Alors, voilà, c'est presque fini. Je vais aborder encore 2 points, mais je vais les aborder beaucoup plus superficiellement. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui parlent de pédagogie. Et comme je vous l'ai expliqué, ceci s'adresse à des enseignants. Et la pédagogie, c'est la base de leur métier. Ils en connaissent peut-être plus que moi à ce niveau-là. Mais je vais quand même les aborder parce que ce sont 2 points importants, à mon avis, qu'il faut quand même bien avoir en tête. Alors le premier, c'est qu'il faut bien avoir conscience que la contestation de la théorie de l'évolution, c'est bien souvent une sorte de revendication adolescente, identitaire, culturelle et religieuse. C'est une sorte de défi adolescent qu'ils prennent des fois même pour une sorte d'antiracisme contre l'autorité. On est bien d'accord qu'ils ont choisi là un très mauvais cheval de bataille, mais il faut absolument en tenir compte et aussi tenir compte de la personnalité de l'adolescent concerné. Il faut bien se rendre compte, par exemple, qu'une attitude beaucoup trop autoritaire et où on affirme beaucoup trop les choses peut être prise par des étudiants comme de l'arrogance. Tout comme si on ne répond pas suffisamment clairement, on ne prend pas suffisamment de temps pour répondre à l'élève qui se pose des questions, ça peut être pris pour du dédain. Toujours est-il qu'il va falloir adopter une approche, on va dire, la plus douce possible, où on montre bien que l'étudiant, en fait, en définitive, il a tout à fait le droit de douter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être faire germer des graines du doute chez l'adolescent. Le dernier point, c'est que ça ne suffira pas encore, parce qu'effectivement, on a entendu aussi au début, la première interview, la demoiselle qui expliquait que c'est quand même dans la famille où on leur fait un lavage de cerveau, beaucoup d'adolescents vont arriver effectivement avec des idées préconçues bien ancrées. Et le tout sera désaccroché dès le début. Et pour ça, moi j'invite vraiment les enseignants à faire preuve de beaucoup d'imagination, faire appel à des moyens didactiques plaisants et ludiques. Alors pour finir ici ma conférence, je vais me faire un petit plaisir parce que moi, comme je suis passionné par l'évolution, je me rends chaque année avec mes enfants, avec mes gamins depuis tout petit au Musée des Sciences Naturelles pour voir notre magnifique galerie de l'évolution. Et depuis tout petit, ils étaient passionnés par un petit film qu'on passait dans la géode à l'entrée de la galerie de l'évolution. Et je vais vous passer un petit extrait de ce film qui est très didactique, amusant et... Retournons au tout début de la vie. Il faut que vous sachiez que nous sommes toutes et tous les descendants d'organismes unicellulaires comme celui-ci. C'est difficile à croire, hein? Bah oui, ça fait de vous des lointains cousins de la méduse et du salsifis. Tout bon, mais c'est possible. Ça y est, en voilà déjà un qui fait Bonaparte. Regardez ces chloroplastes. Avec l'apparition de la photosynthèse commence le monde végétal. C'est ici que toutes les routes de nos aïeux et ceux du marronnier se séparent. Pendant ce temps, chez les animaux, les organismes se développent selon des schémas particuliers. Regardez.
C'est maintenant que la symétrie bilatérale apparaît chez certains comme vous, moi ou les ancêtres de la coccinelle ou de la sèche. Regardez à quoi ressemblaient nos aïeux il y a 520 millions d'années. À moi, un picaya. Et si monsieur Je sais tout pouvait m'expliquer ce que c'est que cette chose qui traverse mon corps? C'est une corde dorsale, petit picaya. La toute première ébauche de la colonne vertébrale dont hériteront les reptiles, les poissons, les amphibiens, nous, les oiseaux, et même vous, les mammifères. Et c'est une belle descendance pour un tout petit organisme comme moi, non? Ah, qu'est-ce que c'est que ce monstre? L'Anomalocaris. Ah, ça c'est un chasseur, hein. Visez-moi ses yeux à facettes. C'est captivant, non? Alors voilà, ce petit film, évidemment, continue à montrer toute l'évolution, etc., de façon buissonnante. Montrer ça à des enfants depuis qu'ils sont tout petits a des fois des effets, des conséquences. Par exemple, mes enfants, quand ils jouaient avec de la plasticine quand ils étaient petits, ils s'amusaient à représenter la faune cambrienne. Vous reconnaissez Anomalocaris, et puis tout à fait dans le fond, là, c'est Picaya avec sa corde dorsale représentée par un cure-dent. Voilà, donc je conseille vraiment à tous les enseignants des films, des documentaires, des visites de musées, des autres sorties, des jeux, des pièces de théâtre, des cours interdisciplinaires, des expériences interactives, interpellantes, etc., etc., etc. Je vous remercie.